Charles Anderlin est notre invité. Bonsoir Charles, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On ne vous présente plus, nos téléspectatrices et nos téléspectateurs vous connaissent bien. Vous avez été longtemps le correspondant de France 2 à Jérusalem, précisément de 1981 à 2015. Et vous publiez aujourd'hui un nouveau livre. Il a pour titre « Les Juifs de France entre République et sionisme ». La question a fait rage ces derniers mois en France. C'est aux éditions du Seuil. Commençons par les images que l'on vient de voir. Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah. Le président français appelle, je cite, à ne rien céder à l'insupportable regain de l'antisémitisme. On l'écoute. Qui, aujourd'hui, ne voit l'insupportable regain de l'antisémitisme qui rampe dans notre Europe, dans notre pays? Qui ne voit ce mal souterrain progresser, qu'il porte son visage de toujours, ou qu'il emprunte les masques nouveaux de la haine islamiste, de l'antisionisme? Le pire est toujours possible. Avertissez Simone Veil. Charles Anderlin, une réaction aux mots du chef de l'État français? Écoutez, je crois que ces commémorations sont fondamentales, y compris le voyage à Jérusalem. Le président devait faire ses gestes envers la communauté juive à un moment où, effectivement, on assiste à une résurgence de l'antisémitisme qui a, on en parlera peut-être, plusieurs sources. Alors, justement, plusieurs sources, la haine islamiste et l'antisionisme. Ça a fait débat en Israël même, où, rappelons-le, vous vivez toujours, Charles Anderlin. Ça a surpris qu'il y ait ce débat en faisant le lien entre antisionisme et antisémitisme. Qu'en pensez-vous? Alors, un certain nombre de personnalités israéliennes, plutôt de gauche, ont rejeté en fait ce débat. L'antisionisme, écoutez, lorsque quelqu'un vient me dire « Charles Anderlin, sale sioniste, retourne à Tel Aviv », je comprends très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire sale juif. Ouais. Mais s'il y a des personnalités, des intellectuels, des philosophes qui disent « Il n'y a aucune raison de considérer que l'État d'Israël, c'est l'État-nation du peuple juif, comme la loi a été voté récemment en juillet 2018 par la Knesset, le Parlement israélien. Donc si les gens disent qu'il n'y a aucune raison, je ne me sens pas du tout lié à cet État, je suis non-sioniste, voire anti-sioniste. Ça, c'est une position qu'on est bien obligé d'admettre. Pour ma part, je me suis considéré, quand je suis arrivé en Israël il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, je venais pour devenir israélien, démocrate et puis juif au plan culturel. C'est une autre forme de sionisme. Maintenant... Mais vous, à l'époque, quand vous avez quitté la France, vous aviez peur, comme aujourd'hui 34% des Français, selon l'IFOP, peur d'être menacés un jour? Écoutez, non. D'abord, des menaces, il y en a toujours eu. Au lycée, quand j'étais gamin à Nancy, il y a eu quelques incidents. On me dit « sale juif », et puis ça se terminait à coups de poing dans un coin de la cour, et personne n'en parlait. Il n'y avait pas d'infos dans le JT du jour. Kippour, devant la synagogue de Nancy, parfois des voyous venaient jeter des pierres en direction de la synagogue le jour du jeûne de Kippour, les prières. La police française ne se déplaçait pas. Pour moi, ça faisait partie d'une réalité. J'avais des copains au lycée. Il y en avait un Vietnamien, lui aussi avait des problèmes. Le racisme était omniprésent. Puis, vous savez, on faisait avec. Aujourd'hui, je crois que chaque incident est comptabilisé. Est-ce bien, oui ou non, je ne sais pas. Charles Anderlin, j'aimerais vous entendre sur un point. Disons-le, première intifada, deuxième intifada, lorsqu'il y a des périodes de violence au Proche-Orient, des responsables politiques disent qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, et notamment dans les banlieues. Le problème, c'est que le CRIF, le Conseil de représentation des institutions juives de France, lui-même crée cet amalgame en demandant, par exemple, à Emmanuel Macron récemment de reconnaître Jérusalem comme capitale d'État d'Israël. Que pensez-vous de la position du CRIF ? Je pense que pour au moins essayer de calmer et de répondre à ces accusations d'importation du conflit, je crois que les principales institutions juives, qu'il s'agisse du CRIF ou du consistoire, devraient effectivement adopter une position au moins neutre envers le conflit au Proche-Orient, d'autant plus que la situation risque fort de se détériorer si, par exemple, l'État d'Israël, et je viens de parler de cette loi Israël, État-nation du peuple juif, cette loi discrimine les non-juifs. D'un côté, des institutions juives françaises reconnues
réclament la démocratie, l'égalité, la protection des lois de la République, mais soutiennent un État qui discrimine ses citoyens non juifs, je crois que là, il y a un véritable problème. Alors on en vient au cœur de votre livre, Les Juifs de France entre République et sionisme. C'est intéressant parce que vous rappelez que la Révolution française, elle a émancipé les Français de confession juive, elle leur a accordé les mêmes droits civils et politiques que les nationaux. Les Juifs de France, dites-vous, ont joué le jeu de la démocratie, de la laïcité. Et puis ensuite, même avec Vichy, les Juifs ont continué d'être fidèles à la République française, à la France. Et puis il y a une première inflexion, c'est les rapatriés d'Afrique du Nord, notamment de l'Algérie, après les indépendances en 1962. Qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Alors, les Juifs d'Algérie qui ont reçu la citoyenneté française en 1870... Avec le décret Crémieux. Avec le décret Crémieux. Sans lequel, d'ailleurs, dites-vous au début du livre, un certain Éric Zemmour n'aurait pas pu être français, il serait resté indigène, comme on les appelait à l'époque. Oui, tout à fait. Crémieux, 1870, Napoléon III, la défaite. Gambetta, lui, immigré, en fait, fils d'immigrés génois, et Crémieux, un juif émancipé, sont là pour proclamer la Troisième République. Peu de temps après, Crémieux décrète, les Juifs d'Algérie sont citoyens français. Ils l'ont été. Vichy a retiré cette citoyenneté pendant quelques années. Ça a été rétabli lors de l'arrivée de la France libre du général de Gaulle à Alger. Cela a pris du temps. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la création de l'État d'Israël en 1948, les Juifs de France soutenaient l'État, regardaient de loin, mais le nombre d'immigrants vers Israël était très faible. Ça a basculé, le nombre d'immigrants, plus tard, après 1967. Mais 62, vous avez raison, les rapatriés d'Algérie arrivent, c'est une population totalement différente. Ils sont anti-gaullistes, ils considèrent qu'ils ont été doublement cocus par Vichy, qui leur a retiré la citoyenneté. De Gaulle l'a rétabli, mais aussi c'est De Gaulle, disent-ils, qui les a fait perdre leur pays, l'Algérie, où ils vivaient depuis des siècles. Et viendra 1967, la guerre des 6 jours, et là, bien entendu, tout bascule avec peut-être un plus fort sentiment d'appartenance et de soutien à la politique de l'État d'Israël. C'est ce que vous appelez le sionisme français qui naît à cette époque. C'est quoi au juste? Comment ça se matérialise? Un soutien inconditionnel d'une certaine partie de la communauté juive française envers Israël. Dès les premiers mois après la guerre de 6 jours, la conquête de la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan, le Sinaï, on a déjà des prises de position dans la communauté. Les Israéliens ne pratiquent pas vraiment l'occupation israélienne des territoires palestiniens, c'est bien, c'est réhabiliter le mot occupation. Et puis, il y a des prises de position également de personnalités qui disent un juif ne doit pas critiquer Israël, il faut soutenir à fond. Un soutien qui va varier selon les années. On a eu des périodes où le CRIF avait des positions plutôt favorables à la paix, à l'entente avec les Palestiniens, et puis d'autres, comme la période actuelle, les 10 dernières. Alors, puisque vous parlez de paix, Charles Anderlin, Donald Trump vient de s'exprimer. Demain, 17h temps universel, il va dévoiler ce qu'il appelle le deal du siècle, l'accord du siècle, s'agissant du conflit israélo-palestinien. Il dit qu'il a une chance d'aboutir. Les Palestiniens, eux, n'y croient pas. Ils menacent de se retirer des accords d'Oslo. À quoi vous attendez-vous ? Écoutez, à une crise, a priori, parce que si ce qui a été publié, les fuites dans la presse israélienne, si cela est exact, cela veut dire l'annexion de la vallée du Jourdain. C'est 30% de la Cisjordanie. Oui, l'annexion des colonies de Cisjordanie et des routes qui y mènent, la reconnaissance par les États-Unis d'une souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, a priori, la population palestinienne fatiguée ne devrait pas réagir immédiatement. Mais ce serait quoi le geste de Donald Trump envers les Palestiniens? Il en a bien un. Il n'y a pas de geste. Il en a bien un s'il propose un plan de paix. D'abord, c'est lui qui appelle un plan de paix. Les experts appellent ça le plan Trump. Le plan Trump, c'est le plan d'annexion. Il faut savoir mais il va être obligé, Charles Anderlin, de dire quelque chose en dehors de l'annexion. Il dira oui, les Palestiniens ont intérêt à l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas maintenant, ils l'accepteront plus tard. Mais avec un État palestinien, il va proposer un État palestinien dans ce qui reste de ce que vous avez évoqué? Peut-être 30-40% de la Cisjordanie, c'est ce que Ariel Sharon proposait à l'époque en 2001. Mais vous savez, ce plan a été rédigé d'abord par le gendre de Jared Kushner.
qui fait partie également du comité de soutien à la colonie de Bethel, et également par l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, M. Friedman, qui lui est un membre très actif du comité de soutien à la colonisation et qui, il le dit ouvertement, déteste les Palestiniens. Cette équipe ne veut pas nous faire un plan de paix qui permettra de revenir à l'idée d'une solution à deux États. Alors on peut suivre justement sur votre compte Twitter l'évolution de la situation. Vous avez notamment tweeté pour celles et ceux qui croient encore à la solution à deux États et vous mettez ce que dit Naftali Bennett, ministre israélien de la Défense. Il n'y aura pas d'État palestinien, dit-il, jamais. Si on suit certains observateurs, de deux choses l'une, ou bien Israël accorde les mêmes droits à tout le monde et ce n'est plus un État juif, ou bien il accorde les droits aux Palestiniens, ou bien il ne les accorde pas et c'est l'apartheid. Est-ce que c'est votre sentiment ? Bah écoutez, des personnalités comme l'ancien Premier ministre Ehud Barak, Ehud Olmert et la majorité de la gauche israélienne dit effectivement cette politique de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump conduit à une situation d'apartheid, voire à une ethnocratie qui ne correspond absolument pas ni à ce que David Ben Gurion avait prévu en proclamant l'État en 1948, ni même ce que Jabotinsky, le fondateur du sionisme nationaliste de droite, prévoyait. Même Jabotinsky était en faveur d'un État d'Israël où le président serait juif, le vice-président arabe, et ensuite les deux communautés. Mais Charles, en 30 secondes, vous êtes inquiet. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, du coup? Alors, ça va être un seul État, du coup ça peut continuer. C'est la direction que cela prend. Israël contrôlera une population pour une longue durée. Vous savez, M. Netanyahou avait déjà déclaré, il n'y a pas très longtemps, le destin d'Israël, c'est de vivre avec l'épée. Merci beaucoup, Charles Anderlin, d'avoir répondu à nos questions. Les Juifs de France entre République et sionisme, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous.